Le 23 janvier 1978, les mains de Frank Davidson, officier de police de Sacramento, tremblent légèrement tandis que son regard s'arrête sur l'impensable. Sa respiration est superficielle, chaque expiration étant marquée par le choc. À ses côtés, l'inspecteur Wayne Erie détourne le regard incrédule. La petite maison de banlieue semblait ordinaire de l'extérieur jusqu'à ce qu'il franchisse le seuil. Teresa Terry Wallin, tout juste âgée de 22 ans, a été retrouvée par son mari David vers 18 heures. Une traînée de taches sombres et inquiétantes l'a guidé jusqu'à la chambre à coucher où il a fait l'horrible découverte. Terry gisait sur le sol, le corps criblé de balles, la poitrine sauvagement déchirée et les organes éparpillés de façon inquiétante dans la pièce. À proximité, un pot de yaourt taché de son sang est posé sur le sol, utilisé, semble-t-il, comme un calice tordu. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Terry n'était pas la seule victime. Elle était enceinte et son enfant à naître a également été enlevé. Davidson et Erie, vétérans de la tragédie, n'avaient jamais rien vu d'aussi monstrueux. Qui peut être capable d'un tel crime? Le vampire de Sacramento. Heureusement, David Wallin n'a pas eu à souffrir des terribles blessures de sa femme. Dès qu'il aperçoit son corps, il sort de la maison en courant et en hurlant de terreur. Il appelle ses parents à l'aide. Lorsqu'ils sont arrivés, leur choc était palpable. Presque évanouis devant la scène macabre dans la chambre, ils ont rapidement contacté la police, signalant un meurtre et décrivant le spectacle effrayant, précisant que le corps avait été ouvert. Il y avait aussi du sang partout dans la salle de bain. On découvrira plus tard que le tueur y est allé pour s'enduire le visage de sang, se léchant les doigts en se regardant dans le miroir. Ni David, ni ses parents, ni la police n'ont initialement saisi toute l'ampleur de ce que Teresa avait enduré avant sa mort. L'horrible vérité est apparue lors de l'autopsie. Teresa était encore en vie lorsque le tueur a commencé à la mutiler. Heureusement, elle était certainement inconsciente à ce moment-là. Davidson et Erie, aguerris mais ébranlés, savent qu'ils ont besoin d'une expertise extérieure pour attraper le monstre responsable. Le soir même, ils ont contacté le FBI et se sont mis en rapport avec la division chargée des crimes les plus odieux, ceux qui sont souvent commis par des tueurs, généralement des hommes, dont les actes sont presque toujours motivés par des raisons obscures et sexuelles. Ce département du FBI était très sollicité dans les années 70, décennie qui a marqué le début de l'âge d'or des meurtres en série. L'un des agents qui a rejoint Sacramento est Robert Ressler, l'homme qui a donné au monde anglophone le terme de « serial killer », tueur en série. Après avoir rejoint l'unité des sciences du comportement, BSU, du FBI à Quantico, en Virginie, Robert Ressler s'est imposé comme l'un des plus grands experts mondiaux en matière de tueurs en série. Au cours de sa brillante carrière, il a travaillé sur certaines des affaires les plus tristement célèbres de l'histoire, notamment celles de Jeffrey Dahmer et de Ted Bundy. L'expertise de Ressler s'est étendue à l'échelle internationale. C'est à lui que les détectives britanniques se sont adressés lors de leur traque de Peter Sutcliffe, plus connu sous le nom de l'éventreur du Yorkshire. Au cours de sa carrière, Ressler a assisté à plus d'une scène de meurtre effroyable. Il s'est retrouvé face à face avec certains des tueurs américains les plus tordus, souvent des psychopathes sexuels qui commettaient des actes inqualifiables sur leurs victimes. Grâce à ces rencontres, il a été le pionnier de ce qui était alors une approche révolutionnaire, le profilage psychologique. Même si le profilage n'était pas toujours infaillible, lorsqu'il réussissait, il était tout à fait remarquable. Le collègue de Ressler à la BSU, John E. Douglas, en est un exemple notable. Autour d'une pinte dans un pub du Yorkshire, Douglas conseille aux détectives britanniques, à la recherche de l'éventreur du Yorkshire, de se concentrer sur un solitaire presque invisible. L'éventreur devait avoir une vingtaine ou une trentaine d'années, conduire un camion ou un taxi et avoir abandonné ses études secondaires. Son profil s'est révélé étonnamment précis. Ressler a fouillé la maison de Terry Wallin et a su instantanément qu'il s'agissait de l'œuvre de quelqu'un dont l'esprit ne fonctionnait pas comme celui d'un être humain sain d'esprit. Le tueur ne s'était pas contenté d'assassiner Terry. Il avait monté son cadavre en le poignardant furieusement dans la poitrine. Il a même tué un chien. Celui-ci a été retrouvé éventré par un voisin, avec une blessure par balle à la tête.
Ressler a noté qu'il y avait eu des signes de lutte dans la chambre à coucher. Terry était en train de sortir les poubelles, elle les avait ramassées et s'apprêtait à sortir par la porte d'entrée lorsqu'elle a été touchée par une balle de 22 dans la main. Une deuxième balle lui a brisé la mâchoire. Elle a reçu une nouvelle balle dans la tête, ce qui l'a rendue inconsciente mais pas morte. Le tueur l'a ensuite traînée dans la chambre à coucher. C'est alors qu'il l'a éventrée avec ce qui était probablement un grand couteau de boucher. Dans ses notes, Ressler a indiqué qu'il s'agissait d'un homme blanc, âgé de 25 à 27 ans. Il s'agissait très probablement d'un homme débraillé, mal entretenu et maigre, quelqu'un qui ne prenait pas soin de sa santé. Il ne s'agissait pas d'un tueur organisé. Ressler a écrit qu'il y aurait des preuves de ses crimes à son domicile. Il avait très certainement des antécédents de maladie mentale et était un solitaire. Le tueur avait des problèmes avec les femmes et vivait seul, peut-être en bénéficiant de l'aide sociale. Il avait probablement abandonné l'école secondaire, écrit Ressler, et il ne fait aucun doute que quelqu'un, quelque part, l'avait traité pour une psychose paranoïaque. À l'époque, le profilage criminel était encore une technique nouvelle, pas vraiment appréciée par la police de la vieille école, qui était sceptique et dédaigneuse de ce qu'elle considérait comme non scientifique. Mais la technique de Ressler était tout à fait rationnelle. Le meurtre ayant eu lieu dans un quartier blanc, il est fort probable que le tueur soit blanc et qu'il vive à proximité. Les personnes qui commettent de telles agressions à caractère sexuel le font généralement contre des membres de leur propre race. La mutilation était précipitée et animale. Selon lui, cela indique la présence d'une maladie mentale. Les tueurs désorganisés souffrent souvent de graves délires, contrairement aux tueurs organisés qui planifient souvent minutieusement leurs crimes avec une totale clarté d'esprit. Une telle attaque est donc probablement le fait d'une personne souffrant de schizophrénie et d'hallucinations psychotiques, ce qui explique pourquoi Ressler pensait que l'agresseur était jeune. Si l'homme souffrait de schizophrénie, celle-ci se manifeste souvent à l'aube ou au milieu de la vingtaine. Il serait maigre et négligé, car c'est souvent l'apparence des schizophrènes non traités, trop malades pour manger ou se soucier de leur apparence. C'est pourquoi il ne pouvait probablement pas garder un emploi. Il n'était pas assez stable pour voyager loin, c'est pourquoi Ressler pensait qu'il était du coin. Ce crime était une escalade, a déclaré Ressler. Le tueur s'y était préparé, peut-être après avoir suivi des gens ou les avoir attaqués. Il avait certainement été violent dans le passé. Comme il n'y avait pas d'autres meurtres récents avec mutilation dans la région, Ressler a pensé qu'il s'agissait du premier meurtre du tueur. Il avait raison sur toute la ligne, à l'exception d'un détail, et non des moindres. Richard Chase était un enfant adorable, un beau gosse avec des taches de rousseur sur les joues. On pourrait dire qu'il était la quintessence de l'enfant américain, le genre de garçon tout droit sorti d'un film, avec des dents blanches parfaites, un sourire charmant et une famille de banlieue de classe moyenne. Leur maison serait entourée d'une clôture blanche, encadrant un jardin bien entretenu. Mais les familles américaines parfaites des films hollywoodiens ne sont pas toujours représentatives de la réalité. La mère de Chase, Béatrice, enseignante, était loin d'être parfaite. Elle était souvent déséquilibrée et accusait son mari Richard Sr., informaticien, d'empoisonner sa nourriture, de se droguer et de la tromper. Il nie tout, lui disant qu'elle souffre de paranoïa. Lorsque Richard rentrait de l'entraînement de baseball ou des louveteaux, il était souvent battu par ses parents qui se disputaient et qui, dans le meilleur des cas, les ignoraient, lui et sa sœur Pamela. C'est pendant ces jours sombres de la petite enfance qu'il commence à s'intéresser aux animaux. Souvent, ce sont les chats du voisinage qu'il torture et tue, fasciné par ce qu'il renferme. Vers l'âge de 15 ans, il commence à prendre du LSD. Ce beau jeune homme ne prend bientôt plus soin de son apparence. Il est connu comme un acid head aux tendances étranges et ne se fait pas beaucoup d'amis proches. Richard commence à tuer des chiens, des oiseaux et des lapins, une bizarrerie que sa mère ignore le plus souvent. Son fils a toujours été un peu différent. Ce n'était pas un problème, disait-elle souvent. Il faisait pipi au lit jusqu'à l'âge de 8 ans. Il aimait allumer des feux, ce qui le qualifiait pour ce que l'on appelle la triade de la sociopathie. Blesser des animaux, allumer des feux et faire pipi au lit. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en juin 1968 et ses parents lui ont acheté une Volkswagen, espérant ainsi accélérer sa transition vers un statut d'adulte responsable. Il trouve des emplois, puis les perd.
Il s'est fait des amis, mais son comportement était trop étrange pour maintenir ses relations. Au fond, il luttait contre une schizophrénie paranoïaque, ce que ses parents ont ignoré aussi longtemps qu'ils l'ont pu. À l'âge de 23 ans, un médecin l'a décrit comme tendu, nerveux et aux yeux sauvages, un homme blanc sale, échevelé, détérioré et à l'odeur nauséabonde. Il était déjà entré aux urgences en disant qu'il était en train de mourir, se plaignant que son sang avait cessé de circuler dans son corps et qu'il lui manquait une veine pulmonaire. Son comportement s'est aggravé. Parfois, il disait à sa mère que son cœur avait cessé de battre et que quelqu'un lui avait retiré ses artères. Naturellement, il avait besoin d'une transfusion sanguine. Les murs de sa chambre étaient couverts d'images d'organes humains qu'il avait découpés dans des livres de médecine. Il était obsédé par l'intérieur des corps. L'hôpital a diagnostiqué chez lui une schizophrénie paranoïaque aiguë, ou à tout le moins, une psychose induite par la drogue. Le médecin a noté que la mère schizophrène du jeune homme était venue dans le service en se montrant agressive et en exigeant que son fils soit libéré. Elle était au courant de l'aggravation de ses problèmes, mais elle pouvait y faire face. Elle avait été accusée à plusieurs reprises par le jeune homme de contrôler son esprit. Elle savait qu'il était perdu, mais elle pensait qu'il s'en sortirait. C'était exactement le genre de personne que Robert Ressler recherchait, quelqu'un qui était passé entre les mailles du filet. Mais la vérité, c'est que ses fissures étaient très grandes. En 1976, à l'âge de 26 ans, moins de 2 ans avant les meurtres, Chase a été placé dans une maison de repos psychiatrique après que l'on a découvert qu'il tuait des lapins et s'injectait leur sang dans les veines. Il prenait leurs intestins et d'autres organes et les mélangeait pour en faire une pâte fine qu'il pouvait boire. Lors d'une visite à l'appartement de Richard pour leur habituelle partie d'échecs, son père a été accueilli par des lapins qui gambadaient librement dans l'appartement, laissant des boulettes partout sur le sol. Richard semblait totalement indifférent. Lorsque son père, prudent, l'interrogea sur les lapins, Richard répondit sans la moindre ironie qu'ils étaient destinés à être mangés. Son père décida qu'il valait mieux ne pas poser plus de questions. Il aurait probablement dû le faire. À un moment donné, Richard a été admis à l'hôpital pour un empoisonnement du sang, après avoir raconté au personnel ce qu'ils ont qualifié d'histoire bizarre, à savoir qu'il avait mangé un lapin qui avait de l'acide dans l'estomac. À ce moment-là, il vit tantôt avec sa mère, tantôt avec son père qui a quitté le domicile familial. Ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment de lui, et sa grand-mère, à qui il disait qu'il avait mal au cœur, ne savait pas quoi faire de lui. Il a finalement supplié sa mère de le faire soigner en lui disant que quelque chose n'allait pas du tout dans sa tête. Un médecin lui dit que Richard souffre d'un trouble psychiatrique majeur. À l'hôpital, on l'appelle Docteur Dracula. Un jour, il a capturé 2 oiseaux et à la grande horreur des spectateurs, leur a arraché la tête, tandis que des cris remplissaient la pièce. Il insistait sur le fait que son cœur était faible, utilisant cette excuse pour voler des seringues et prélever du sang sur des chiens de thérapie. Sa présence était si troublante que 2 infirmières ont démissionné, incapables d'endurer une journée de plus à ses côtés. Elles l'ont qualifié de malade et dangereux et ont déclaré qu'il avait besoin d'aide, mais les médecins l'ont à nouveau relâché dans la population. Les médicaments, disait-il, fonctionnaient. Personne, pas même sa mère, ne prenait au sérieux la spirale de la maladie mentale de Richard Chase. Elle n'aimait pas la façon dont les médicaments le faisaient ressembler à un zombie, alors elle l'a aidé à se sevrer. C'est à cette époque qu'il quitte à peine l'appartement. Les voisins l'aperçoivent parfois en train de recueillir des chiens et des chats qu'il ne revoit plus jamais. En août 1977, la police du Nevada aperçoit quelque chose d'étrange à travers ses jumelles. Un homme nu courant dans la nature poussiéreuse, la peau maculée de rouge. Ils l'ont arrêté et ont trouvé la scène dans son camion Ford Ranchero tout aussi inquiétante. À l'intérieur se trouvaient 2 fusils, une pile de vêtements d'homme, un seau de sang et un foie posé sur le siège. Le jeune homme a admis que le sang et le foie provenaient d'une vache et qu'il s'en était délibérément couvert. C'était un comportement bizarre, mais ce n'était pas un crime. Aucune loi n'ayant été enfreinte, la police n'a eu d'autre choix que de le laisser partir. Chase croise encore de temps en temps des amis de l'école. Ils sont généralement choqués de voir à quel point il est devenu maigre et ébouriffé. Il parlait toujours de l'école comme si c'était hier, comme s'il n'avait aucun souvenir de sa vie d'après.
Il parlait toujours des mêmes choses, des ovnis et des extraterrestres. Il croyait qu'un mystérieux syndicat du crime était déterminé à le vider de son sang tous les jours. En octobre, avant les meurtres, il s'est rendu au refuge pour animaux et a recueilli 2 chiens pour seulement 15 $. Le mois suivant, il a volontiers retiré des chiots des mains d'un homme qui en vendait 2 pour le prix d'un. Les animaux du quartier disparaissaient sans cesse, mais ce n'était jamais assez. Un jour, Chase expliquera à Ressler pourquoi il a besoin de tant de sang. Avant que Ressler ne sache tout cela, il soupçonnait que Terry Wallin avait été suivie par le tueur plus tôt dans la journée, alors qu'elle s'était rendue au centre commercial. Elle avait marché, car le centre n'était pas loin de chez elle. Cet homme, quel qu'il soit, devait donc encore rôder dans le quartier. Ressler avait dit qu'il serait facile à repérer, vu son apparence négligée, mais que s'il ne l'attrapait pas rapidement, il tuerait à nouveau. Comme d'habitude, Ressler avait raison. 4 jours après le meurtre de Wallin, le tueur frappa à nouveau, à environ 1 kilomètre de la maison de Wallin. À 12h30, les voisins ont trouvé 3 corps. Evelyn Mirotte, mère divorcée de 38 ans, son fils de 6 ans, Jason, et un ami de la famille, Daniel Meredith, 52 ans. Evelyn gardait un enfant de 22 mois, son neveu David. Il avait disparu de la maison. Du sang a été trouvé sur son oreiller, ainsi qu'un impact de balle. Chase avait tiré sur les victimes masculines, mais n'avait pas touché à leur corps. Le sort d'Evelyn, en revanche, est bien plus horrible, même pour des détectives chevronnés. Son abdomen présentait 2 profondes entailles, d'où ses intestins avaient été partiellement extraits. Le tueur l'avait poignardé dans presque toutes les parties de son corps, y compris au visage. Les inspecteurs sont entrés dans la salle de bain et ont été confrontés à un spectacle profondément troublant. La baignoire était remplie d'eau ensanglantée. Certains ont émis l'hypothèse que le tueur avait peut-être baigné l'enfant avant de lui ôter la vie, tandis que d'autres ont suggéré qu'il s'était immergé dans le sang pour sa propre satisfaction. Quel que soit le véritable motif, l'acte était indéniablement dépravé. Le seul objet volé dans la maison était le portefeuille de Daniel Meredith. Le tueur avait pris sa voiture lorsqu'il s'était enfui avec le bébé. La voiture a été retrouvée très près de la maison, mais il n'y avait aucune trace du bébé. Les policiers étaient loin de se douter que le parking où Chase s'était débarrassé de la voiture n'était qu'à 100 de mètres de son appartement de Watt Avenue. Ressler est plus que jamais convaincu qu'ils sont à la recherche d'une personne atteinte d'une grave maladie mentale. Le tueur était tellement fou qu'il ne prenait pas la peine de nettoyer les scènes de crime. Ressler a déclaré qu'il était probablement rentré chez lui après avoir abandonné la voiture, couvert de sang, ses délires étant si graves qu'il ne se serait guère soucié d'être vu. Ressler a dit aux inspecteurs qu'il suffisait de faire des recherches dans le quartier pour trouver cet homme, mais que s'il ne l'attrapait pas rapidement, il tuerait à nouveau. Il ne s'arrêterait jamais. Et maintenant, Ressler était sûr que le tueur commettait ses crimes, en partie pour boire le sang de ses victimes. C'était une partie importante du processus, et la partie sexuelle pouvait être liée à l'incapacité du tueur à accomplir des actes sexuels sans une extrême violence. Néanmoins, la partie concernant la consommation de sang n'avait pas de sens. Bien sûr, c'était quelque chose que Ressler ne pouvait pas imaginer. Ressler a demandé aux inspecteurs locaux de vérifier si quelqu'un avait déjà bu du sang dans la région. Quelqu'un avait-il été surpris en train de tuer des animaux? Avait-on vu un homme avec du sang sur ses vêtements, un homme qui aurait certainement eu l'air de ne pas prendre soin de lui? Ce samedi-là, la police a quadrillé le quartier. Une jeune femme, Nancy, se souvient d'une récente visite au centre commercial où elle avait vu un homme à l'aspect maladif qui correspondait à la description faite par la police. Il ne s'agissait pas d'un inconnu, mais d'un ancien camarade de classe. Elle a été stupéfaite par son apparence décharnée. Autour de sa bouche, il y avait une substance jaune croûteuse et sa chemise était tachée de sang. Elle raconte qu'il s'est approché d'elle et lui a posé des questions sur le garçon qu'elle fréquentait à l'école et qui est mort dans un accident de moto. Il lui a demandé s'il était sur la moto quand Kurt a été tué, ce qui lui a semblé être une question étrange. Ses yeux étaient grands et noirs, son corps sale. Naturellement, Nancy a essayé d'écourter la conversation. Alors qu'elle ouvrait la portière de sa voiture et montait à l'intérieur, il a saisi la poignée du côté passager et a essayé de tirer la portière. Elle a claqué la porte et, les mains tremblantes, a mis les clés sur le contact. Pendant qu'elle s'éloignait,
Il est resté dans la rue à la regarder s'éloigner à toute vitesse. Elle n'avait qu'une idée en tête. Que lui est-il arrivé depuis l'école? Bien sûr, dit-elle au policier, elle connaissait son nom. Il s'agit de Richard Chase, âgé de 28 ans. À l'école, il était assez populaire. C'était un beau garçon, mais avec l'âge, quelque chose a changé. Peut-être à cause des drogues qu'il prenait. La maison de Chase se trouve à un pâté de maison de l'endroit où la police a trouvé la voiture abandonnée. Lorsque les policiers se sont arrêtés devant la maison, il était dans l'appartement mais n'est pas venu lorsqu'ils ont frappé. La propriétaire de l'appartement leur a dit que la mère de Chase payait le loyer et qu'elle avait entendu dire que le jeune homme avait été victime du LSD. Les policiers l'ont attendu à l'extérieur. Un peu plus tard, il est apparu sur le trottoir, une boîte à la main. Il les a vus et s'est enfui, mais n'est pas allé bien loin. En regardant à l'intérieur de la boîte, ils ont découvert des chiffons imbibés de sang. Dans sa poche arrière se trouvait un portefeuille contenant la carte d'identité de Daniel Meredith. Il était armé d'un pistolet, un 22. Ses chaussures étaient couvertes de sang, tout comme sa parka orange. Une rapide vérification de ses antécédents a montré qu'il avait été arrêté au Nevada, qu'il avait été accusé de port d'armes dissimulées et qu'il avait été inculpé de plusieurs infractions mineures liées à la drogue. Comme Ressler l'avait dit, la maison de Chase était une porcherie. Le salon n'est qu'un chaos de vêtements tachés de sang, de journaux, de vieux chiffons, de canettes de bière et de briques de lait. Dans la cuisine, les policiers ont failli vomir, non pas à cause de la saleté, mais parce qu'ils ont trouvé un mixeur non lavé, dont l'intérieur était taché de sang. L'un des inspecteurs a ouvert la porte du réfrigérateur et a immédiatement reculé sous le choc. À l'intérieur se trouvaient des assiettes ensanglantées, contenant des parties de corps humains, ainsi qu'un récipient rempli de ce qui semblait être du tissu cérébral humain. Ce qu'ils n'ont pas trouvé, en revanche, c'est une quelconque trace du bébé disparu, ni même un seul indice sur l'endroit où il se trouve. En fouillant dans des piles de vêtements et de magazines, ils ont trouvé des colliers d'animaux, mais pas d'animaux. Ils ont vu des journaux où il avait entouré des annonces de vente d'animaux. Chose effrayante, aux dates où il a commis ses meurtres, Chase avait griffonné le mot « aujourd'hui » sur son calendrier. Plus troublant encore, il avait marqué « aujourd'hui » à 44 autres dates cette année-là, représentant probablement les moments où il prévoyait d'avoir besoin de sang et peut-être de tuer à nouveau. De retour au poste de police, il s'est montré plutôt calme. Mais lorsqu'on a essayé de lui prélever du sang sur le bras, il est devenu hystérique et s'est mis à hurler contre les agents. Bien sûr, il n'avait aucune idée de sa peur existentielle de perdre son sang. Presque tout ce qu'avait dit Ressler était exact, sauf que Mme Wallin n'avait pas été la première victime. En décembre 1977, Chase s'était disputé avec sa mère. Elle lui avait dit qu'il ne pouvait pas passer Noël avec eux. Il était trop effrayant pour sa sœur qui était là quelques mois plus tôt lorsque, dans un accès de rage, il avait déchiré un chat avec un couteau et s'était barbouillé le visage de son sang. Pour protester contre la perte de ce Noël familial, Chase est descendu dans la rue et a abattu un père de 2 enfants, un ingénieur de 51 ans nommé Ambrose Griffin, alors qu'il emmenait des courses à sa voiture. Au début, Chase n'a pas coopéré. Il a admis avoir tué des animaux et bu du sang, mais pas avoir commis les 6 meurtres. Plus important encore, il n'a pas voulu dire ce qu'il avait fait de ce bébé. Sa mère, comme toujours, était furieuse. Elle a dit que le sang ne prouvait rien. Son fils n'était pas un tueur. Des psychiatres ont été appelés et ont rapidement découvert que Richard Chase souffrait d'une grave maladie psychologique. C'est un schizophrène paranoïaque qui a de graves délires paranoïaques. Il pensait que ses pensées étaient comme une télévision qu'il pouvait regarder à distance. Plus tard, il expliquera en détail à Ressler ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait, mais pour l'instant, il n'avoue pas les meurtres. Ce n'est que le 24 mars, lorsqu'un concierge d'église a trouvé une boîte contenant les restes d'un bébé de sexe masculin, que la police a pu mettre fin à sa traque. Il s'agissait bien du nourrisson qu'il recherchait, ses vêtements en lambeaux correspondant aux objets disparus dans la maison. En retrouvant le corps, la police a découvert des clés ayant appartenu à Dan Meredith. Chase était manifestement fou. Ses délires à propos de son corps vidé de son sang étaient sans aucun doute réels dans son esprit. Il était schizophrène paranoïaque, mais cela signifiait-il que ses crimes avaient été commis au milieu de graves délires? À la barre, alors qu'il ne pèse plus que 48 kg,
Les yeux enfoncés et sombres, il admet les meurtres. Il avait tout fait pour le sang, mais ne se souvenait guère des détails. Il a dit qu'il était désolé. Ce n'est pas ce que la plupart des gens voulaient entendre. Cet homme était mauvais, disait-il, et méritait de mourir. Le procureur principal de l'affaire, Ronald W. Tochterman, n'a pas apprécié que la défense plaide la non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Il voulait la peine de mort pour celui que le public appelait désormais le vampire de Sacramento. Il a fait valoir que Chase avait apporté des gants en caoutchouc sur les lieux de ses meurtres et qu'il les avait donc planifiés comme l'aurait fait un tueur sain d'esprit. Il savait ce qu'il faisait. La défense a rétorqué que tout dans son profil montrait qu'il souffrait d'une grave maladie mentale. Il n'avait même pas caché ses crimes, se promenant toute la journée couvert de sang alors que les gens essayaient de l'ignorer. Il était en fait un tueur invisible, un psychopathe américain ignoré par sa famille, ses amis et l'État. Chase était presque certainement fou, mais le jury l'a considéré comme responsable de ses actes. Après 5 heures de délibération, le 8 mai 1979, le jury a rendu un verdict de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a été décidé que la vie de ce soi-disant vampire devait se terminer dans la chambre à gaz du pénitencier de San Quentin. Cependant, Chase échappera finalement à la peine de mort. Le 26 décembre 1980, à 11h05, les gardiens de prison ont trouvé Chase mort dans sa cellule. Il avait fait une overdose d'un médicament prescrit pour traiter sa dépression et ses hallucinations. À proximité, il découvre des papiers couverts d'un code énigmatique, laissant derrière eux un dernier mystère. Dracula était mort, mais son affaire a perduré, devenant pour le FBI l'exemple type d'un tueur désorganisé. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé Richard Chase à commettre des actes aussi horribles? Une maladie non traitée ou quelque chose de plus? Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.